Merci Vincent Boucher d'être avec nous ce soir, d'avoir participé, y compris à la première partie de l'émission qui était fort intéressante avec la procureure de la République de Nîmes. Je vais donner la parole à Corentin pour des premières questions. Et vous avez le bonjour de Coralie Mollaret, qui ne pouvait pas être là ce soir et elle le regrette vivement. Oui, Corentin, soyez bon. Oui, on va essayer, ne me mettez pas la pression Abdel. Je crois que dimanche soir, vous avez assidûment suivi la soirée électorale de Pont-Saint-Esprit. Sur Objectif Gare, en direct. Je l'espère en tout cas. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette élection et surtout de la victoire dès le premier tour de Jérôme Bouvier? Effectivement, j'ai suivi, comme on a suivi la campagne électorale qui s'est engagée depuis quelques semaines. C'est comme tous les observateurs, il y avait quand même une part de surprise avec cette victoire au premier tour. Un vrai soulagement, une vraie satisfaction de voir que le RN, qui avait fait de cette élection un enjeu supérieur, départemental et voire même national, n'arrive pas à ses fins et finalement ne progresse pas par rapport à d'autres élections, et que le député Meurin soit battu, est évidemment une mauvaise nouvelle pour nous. Parce que vous aviez soutenu bien sûr, Pierre Lapeyronie, qui est arrivé la maire liste, sortante dernière. La liste de gauche qui nous paraissait avoir un bilan Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour Claire Lapeyronie? Après, moi, je suis pas dans les arcanes de Pont, mais manifestement, il y avait une forme de rupture avec la population. Vous étiez au courant que Jérôme Bouvier était chez Horizon? Non. Et d'ailleurs, c'est pas bien parce qu'on a tous collectivement pas bien fait notre travail en ne le voyant pas, parce que visiblement, ça n'est sorti que dimanche soir. On voyait bien que la nature du programme qui était annoncé, était un ni de droite ni de gauche, et souvent ça penche plutôt à droite, même si après il y avait des engagements qui devaient satisfaire les spiripontains, visiblement. Est-ce que pour vous c'est une escroquerie intellectuelle, comme a dit la députée Pascal Borde hier sur ce plateau? Vous savez, les formules là comme ça me fatiguent beaucoup, mais en tout cas c'est pas très sincère de faire une campagne soi-disant apartisane et pourtant de faire partie On assume généralement quand on est membre d'un parti politique, c'est pas du honte, ça arrive à des gens qui sont des gens très bien, et on peut construire quelque chose de très citoyen tout en appartenant à des partis politiques. C'est pas très correct, mais en même temps je pense pas que ça ait joué complètement non plus sur l'élection. On parle des Jeux Olympiques? Et oui, parce qu'en tant que vice-président au conseil départemental délégué au sport, c'est forcément important, un moment important pour vous. Comment le département va être engagé clairement? Est-ce que, on avait entendu parler d'une équipe de paracyclisme, notamment sur le centre de Méjeanne-le-Clap. Comment on va être concerné? Est-ce que des équipes vont venir? Comment ça va se passer? Alors, sur l'équipe de paracyclisme de Thaïlande, effectivement, est à Méjeanne-le-Clap depuis quelques semaines. Elle y restera jusqu'à la mi-août pour préparer les Jeux paralympiques, avec 5 athlètes, 2 membres du staff, et ils font leur saison européenne depuis Méjeanne, donc ils sont très satisfaits d'être ici. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont prendre le relais? Alors on est encore dans l'attente par rapport, le relais non, parce que les Thaïlandais vont rester ici, mais on est dans l'attente de la fin des qualifications. Il y a beaucoup d'équipes nationales dans tous les sports qui ne sont pas qualifiées. Et pour tous les centres de préparation aux Jeux dans le département comme ailleurs, on est encore dans l'attente de ces dernières qualifications. Et on espère, au dernier moment, avoir des délégations qui viennent s'intéresser. Est-ce qu'il pourrait y avoir des animations organisées par le département du Gard, à Nîmes ou même dans d'autres villes du Gard, à l'occasion des Jeux Olympiques? Il y a déjà eu, puisqu'on a eu... au mois d'août dernier, un tournoi de basket 3-3 international, féminin et masculin, au Pont du Gard. L'équipe de France féminine était installée à Méjeanne. Il y a les festivals de breakdance qui a eu lieu, c'était la 2e année en novembre dernier, il y aura une 3e édition cet automne. Et puis il y a eu la course de paracyclisme, la Handigard classique, qui s'est passée à la mi-avril. C'était la 2e édition, c'était un grand succès. Et puis il y a dans tout le territoire, avec le comité départemental olympique et sportif, il y aura des journées olympiques les 21 et 22 juin prochains, en lien avec l'université de Nîmes aussi. Et il y a dans toutes les collectivités, dans toutes les villes,
des animations qui sont mises en place. Pour revenir sur les sites gardois, il y a quand même, donc vous avez Esport et vous verrez sur les dernières semaines, mais ce serait quand même, il y a eu beaucoup d'argent investi, que ça soit Méjeanne-le-Clamp, on pense aussi au centre nautique à Beaucaire, ça serait une déception s'il n'y avait pas des délégations qui venaient, parce que voilà, il y a eu quand même des moyens de mis, il y a eu oui et non. En tout cas, l'envie de participer à déjà, en plus, on ne sait pas, c'est difficile à lire, parce que par exemple, rien ne disait que le Gros du Roi, qui est labellisé pour de la voile, accueille finalement du handball. L'équipe de hand d'Argentine. Bon, voilà. Donc, oui, mais ça s'est fait sur des réseaux hors, on va dire. Voilà, mais aujourd'hui, c'est comme ça que ça va marcher. On espère qu'à Nîmes, je crois que la délégation de Côte d'Ivoire de tir à l'arc sera présente. On sait qu'il y a des archers à Nîmes qui sont très bien connus, avec un très bon club de tir à l'arc. Il y aura sans doute, on espère, une équipe de hand aussi à Nîmes. C'est à suivre. Et puis, peut-être sur d'autres sites. Mais l'investissement, il n'était pas, en tout cas pour ce qui est de Méjeanne-le-Clamp, mais c'est le cas pour les autres sites, il n'est pas qu'à finalité des Jeux Olympiques, Bien parce sûr. que sinon ça serait de l'argent qui ne servirait pas à la population. Nous avions décidé de rénover le centre de Méjeanne-le-Clamp, nous allons le faire et entamer une seconde phase de travaux à partir de l'automne prochain et de 2025, pour rénover l'intégralité du centre. Ça va durer jusqu'à plus longtemps que prévu, parce que il pourrait y avoir des associations sportives, il pourrait y avoir... Elles y sont déjà, mais on va les accueillir encore mieux avec des équipements qui seront modernisés et des capacités d'accueil renforcées. Et on travaille ça, puisqu'on l'a fait toujours en concertation avec le monde sportif gardois, qui ont été associés à l'évolution de ces équipements, parce qu'on veut répondre à leurs attentes et leurs besoins. L'objectif, il est de faire un centre pour le monde sportif gardois d'abord. Allez, on parle du Nîmes Olympique. Et oui, vous étiez hier soir au stade des Antonins, vous avez célébré cette victoire face au Red Star. Est-ce que vous croyez au maintien ? Bah oui, alors là, si on n'y croit pas maintenant, on peut pas y croire du tout. Mais effectivement, c'était ma première au stade des Antonins. J'avais eu une forme de rupture. Vous le trouvez comment ce stade ? Je passe en commentaire. Vous n'avez pas vu Rania Assaf ? Non, j'étais peut-être trop loin, j'étais en tribune Est. Mais bon, oui, on espère le maintien, parce qu'on y est retourné, et beaucoup de Nîmois y sont retournés, parce qu'on n'a pas envie de voir le club disparaître. Quel avenir pour Nîmes Olympique ? Très clairement, Vincent Bouget, aujourd'hui, demain, vous êtes maire de Nîmes. Qu'est-ce que vous faites du Nîmes Olympique ? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on repasse sous régime municipal, que ça soit racheté par la mairie ? C'est une question... Bon, déjà, il faut savoir si le président y vend, parce que pour l'instant, on a beaucoup d'interrogations là-dessus, et visiblement, il n'y a pas beaucoup de relations entre la ville et le président. Donc ça, c'est renouer des relations comme ça. Porter et travailler un projet crédible de reprise, et ça se fait. J'ai vu que les supporters, je les ai rencontrés avec un collectif, avancer l'idée d'une société coopérative. Il lance officiellement samedi la levée de fonds. Vous y serez ? Vous allez au stade donner... Écossais. Non, je ne pourrais pas y être samedi, mais ils ont tout mon soutien, et je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps. C'est ce qui s'est fait à Bastia il y a quelques années, à Sochaux aussi. Mais à Bastia, c'est la société coopérative qui a pris le club en main. Et donc, il faut soutenir l'association, absolument. Et c'était très bien que les jeunes soient invités hier au match. C'était une exception ces dernières années. Et l'association qui fait du bon travail de formation et qui vraiment fait son boulot. Et puis ensuite, voir ce que ça peut rester. Mais ça peut rester végété comme ça. Ça peut rester parce que, bon, bien évidemment, tout le monde espère à Nîmes qu'on soit maintenu en national. Mais on fait quoi pour les prochaines années ? Et vous, en 2026 ? Parce que ça sera probablement, si Rania Assaf est encore là, l'un des thèmes de la campagne des municipales de 2026. Il n'est pas pressé de partir pour l'instant. Visiblement, il n'est pas pressé de partir. Enfin, en tout cas, rien n'oblige à le vendre. On peut que le presser de le faire, parce qu'effectivement, là, dans ces conditions-là, il n'y a pas d'avenir possible pour le club. Qui, je le répète, c'est pas qu'un enjeu simplement de supporters. Le club de Nîmes Olympique, c'est un des éléments fédérateurs de la ville. On le voit dans les tribunes, toute la population s'y retrouve, et même quand on n'y va pas, on en parle, et ça crée du lien social. Bref, c'est un élément d'identification à cette ville qui est puissant. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'intéresse au club sportif en général, mais particulièrement au Nîmes Olympique à Nîmes. Donc ça sera évidemment... c'est devant nous. Après, il y aura peut-être une autre condition qui est la question, mais ça, il faudrait voir dans les détails, mais de la convention qui existe entre l'association et le club pro. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle prend fin. Il y avait une histoire il y a quelques années, vous vous rappelez, là-dessus. Oui, mais l'association a un peu abandonné apparemment cette idée. Aujourd'hui, l'association abandonne cette idée. On verra. Le plus simple et le plus sage, ça serait que
que Rani Assab vende. On parle du cœur de ville et de la coupole. Oui, puisque... Ah oui, pardon. Un petit mot. Catherine, c'est l'heure de votre question, allez-y. Non, c'est pas ma question. C'est une remarque. Je ne suis pas du tout spécialiste de Nîmes Olympique ni du football, mais j'ai quand même constaté que le projet de rénovation avancé par la mairie, c'est un projet de rénovation pour une équipe qui joue en nationale et pas en deuxième division ou première division dans le meilleur des cas. Donc ça pose un problème. C'est progressif. Mais c'est-à-dire que l'idée, c'est que la première partie des travaux, c'est pour le national, mais il y a une possibilité sur un été de faire les travaux pour être homologué pour la Ligue 2. Mais Catherine a quand même soulève un vrai problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le stade qui est vraiment dans le rapport de force engagé pour permettre une reprise, c'est ce qui est la propriété de la mairie, et la ville s'en est très mal occupée, la majorité municipale, depuis quelque temps. Mais ce qui est annoncé, c'est la destruction d'une des tribunes, tout simplement parce que la ville n'a plus les moyens aujourd'hui, en ayant investi sur d'autres projets et puis considéré que ce stade, on allait le vendre aussi facilement que ça, n'a plus les moyens de rénover l'intégralité de ce stade qui pourtant comporte beaucoup de salles à l'intérieur qui seraient, en plus de l'Halle des Sports, nécessaires pour le monde sportif nîmois. Donc c'est vraiment un symbole d'une très mauvaise gestion du patrimoine municipal. Allez, on parle de la coupole et après vous aurez la parole, Catherine, pour votre question. Oui, puisque le maire de Nîmes a annoncé sur Objectif Gain, Jean-Paul Fournier, l'arrivée des Galeries Lafayette à la coupole de Nîmes. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? A priori, oui, c'en est une, si ça se concrétise, mais j'imagine que ça sera pour enfin redynamiser le centre-ville, ce qu'on entend depuis... J'ai toujours quand même des interrogations là-dessus. D'abord, les Galeries Lafayette, ça concerne un certain public dans la ville, et sans doute pas tous les Nîmois. Sans doute, ça sera une locomotive comme peut l'être la FNAC, et en même temps, je continue de penser que si l'on considère le centre-ville que comme un centre commercial à ciel ouvert, on n'arrivera pas à le faire vivre correctement, parce qu'à la fin, c'est un centre commercial, c'est des boîtes à clés pour les Airbnb, et puis il n'y a plus personne qui y vit. Moi, je pense qu'il faut qu'on mette tous les aspects de la vie dans ce centre-ville pour qu'il soit à la fois un élément fédérateur et aussi un quartier où on peut... Vous avez une idée ou deux là-dessus, par exemple? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les commerçants du centre-ville? Bon, sur les commerçants, il y a la question du prix des locations qui sont extrêmement chères, donc voir comment on s'intéresse à ces questions-là, mais on n'est pas obligé d'y avoir que des commerces. Il peut y avoir aussi des artisans, des artistes qui sont soutenus dans leur création et qui peuvent apparaître dans ce centre-ville, comme avoir des ateliers, des lieux d'exposition. Qui pourraient être ouverts le dimanche, d'ailleurs. Il y a des associations qui pourraient être ouvertes le dimanche, il y a des associations qui ont besoin de locaux, il y a des locaux disponibles, il y a plein de choses à réfléchir, et puis il y a des services publics à continuer de maintenir dans ce centre pour qu'il soit un lieu de vie. Il y a un match à droite qui s'ouvre entre Julien Plantier, le premier adjoint au maire de Nîmes, et Franck Proust, le président de Nîmes Métropole. Est-ce que vous voyez cette confrontation à droite de bon oeil pour vous? Vous savez, c'est les vicissitudes de la vie politique. Ce que ça dénote, et moi je ne rentrerai pas dans le débat à droite qui me concerne pas directement, même si évidemment... Indirectement un peu. Indirectement un peu, mais ce que ça dénote, c'est une difficulté dans une ambiance de fin de règne de retrouver un second souffle. Et aujourd'hui, on a deux successeurs, en tout cas consacrés successeurs potentiels, et le maire semble s'amuser à jouer avec l'un et avec l'autre, voire avec tous ses adjoints. J'ai vu Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans pourrait se retrouver dans une même situation que 1995? On n'est jamais dans les mêmes situations, donc qui avait été favorable pour les communistes. À la gauche, à la gauche, et je pense au Nîmois. Et je crois qu'on n'est jamais dans les mêmes situations. Il faut faire attention aux comparaisons. Ce qui nous concerne, nous, à gauche, c'est à la fois ce rassemblement qu'on travaille et qu'on a réussi aux dernières départementales, et on va poursuivre dans ce sens-là, mais aussi de montrer à voir, et on y travaille aussi, ce que doit être Nîmes demain. Qui est le plus dangereux pour vous entre Julien Plantier et Franck Proust? Franchement, je n'en sais rien. Face à vous, qui sera le plus dangereux, selon vous? Mais non, mais je n'en sais rien. Ce qui sera dangereux, c'est des... Vous avez identifié quand même les potentiels de vos non, parce probables... que vous savez, il reste 2 ans. Hein. Alors, des fois, on dit il y en a un qui a plus la cote que l'autre. Bon, au final, on va voir ce qui se passe. Ce qui serait dangereux, c'est à gauche et au-delà de la gauche, parce que je pense qu'on a besoin de passer à une autre étape, on ne prenne pas la mesure de l'enjeu. Et ce qui serait dangereux, ça serait un débat politique qui soit...
un peu pourri. Donc on a besoin d'élever le niveau. On parle de Franck Proust, on parle d'un sujet de Nîmes Métropole. Keolis, si vous voulez bien. Eh bien oui, le nouvel opérateur des transports de l'Anglo, vous ne vous êtes pas opposé à ce choix. Pourquoi ? Il y avait 2 candidats, donc c'était soit l'un soit l'autre. Nous avons toujours dit, nous, que nous étions favorables à une régie. Aujourd'hui, le service transport de l'Aglo est très développé parce qu'il contrôle beaucoup les opérateurs, et donc il y aurait peut-être des moyens de réfléchir à cette question-là. Il y a des évolutions un certain nombre qui sont positives, donc on n'allait pas s'opposer pour s'opposer. Et en même temps, on voit très bien que ça va pas assez loin. Et je pense qu'on l'a montré dans l'intervention que Sylvette Fayet a pu faire à l'agglomération. Et en même temps, Sylvette Fayet qui a participé à la commission transport. Donc qui a participé au choix. Non, le choix il est fait par le président de l'agglomération. C'est lui seul qui décide du délégataire. Elle a participé aux travaux, mais sans forcément être d'accord avec tout ce qui était décidé ni fait. Et d'ailleurs, il y a une conception très particulière de cette commission. Quand c'est vous qui apprenez les informations en premier avant que les élus soient au courant, évidemment, je vous reproche rien, puisque c'est votre travail de journaliste peut-être, mais en tout cas, bravo, mais en tout cas, ça pose un problème de fonctionnement de cette agglomération, et de démocratie. On reste dans les transports, Corentin. Oui, vous serez dans l'assistance pour la réunion publique organisée par le Parti socialiste très prochainement avec le maire de Montpellier. L'objectif, c'est d'évoquer son expérience des transports gratuits. On entend souvent parler. Est-ce que c'est un sujet que vous défendrez en 2026 ? Alors déjà, on l'a déjà défendu en 2020 avec l'idée de tendre vers cette gratuité, évidemment de le travailler. Ça se passe par étapes. Il ne faut pas dégrader le réseau, au contraire, il faut l'améliorer. Mais on voit très bien que dans un certain nombre d'institutions, de collectivités municipales, d'agglo plutôt, ou même à la région, puisque à la région, au conseil régional, a mis en place la gratuité par l'usage. On se pose cette question de est-ce qu'on doit payer, est-ce que le transport est un service public ou pas ? Et s'il est un service public, est-ce qu'il doit être payant ? Il y a plein de services publics qui sont gratuits, qui sont payés par nos impôts parce qu'on considère que c'est de l'intérêt général. Nous pensons, et je pense que c'est largement partagé, qu'il faut un choc de l'offre de transport dans cette agglomération, et ça passe à la fois par un réseau et un cadencement plus fort et par une tarification qui soit beaucoup plus attractive, notamment tendant vers la gratuité. C'est pas vers ça qu'on va, ça coûte de l'argent, c'est un choix politique, c'est-à-dire que quand on met de l'argent là, au début en tout cas... Oui, c'est au détriment de d'autres investissements. Mais en même temps, le trafic routier, le trafic automobile, par sa pollution, par l'entretien des voiries... Vous pensez que la gratuité, ça incite vraiment, ça change vraiment le comportement, les mentalités, quand on prend sa voiture... Le trafic automobile, il coûte de l'argent aux individus et à la collectivité. Et on n'en parle jamais. Mais la réalité, c'est ça. Je pense que quand le transport est facilité, et quand on considère que voilà, c'est un transport donc, que tout le monde puisse l'approprier, tout le monde en est propriétaire vraiment parce qu'on y rentre gratuitement. Bon, déjà, on fait des économies aussi avec les contrôleurs, on peut mettre davantage de médiateurs. Mais en tout cas, ça participe à... Mais c'est montré... prouvé à peu près partout. Au conseil régional, les transports, les voyages ont explosé depuis la mise en place de cette gratuité par l'usage. Donc il y a plein de choses à travailler. Il n'y a pas de modèle tout construit, mais en tout cas c'est un enjeu essentiel pour nos agglomérations. Catherine, votre question à Vincent Bouget. Eh bien, alors, d'abord juste un mot sur les transports. Je crois que l'exemple de Montpellier est tout à fait intéressant. Parce que Montpellier a les moyens, effectivement, aussi d'assurer cette gratuité, et ça se passe bien. La population est satisfaite, les entreprises aussi. Enfin, je crois que effectivement, ça permet un report modal. Il faudra voir à l'avenir si, effectivement, c'est efficace. Mais parce que Montpellier attire des entreprises, et ça pose la question quand même de l'attractivité d'une ville, d'une métropole, vis-à-vis des entreprises qui payent la taxe transport, parce que c'est comme ça qu'on paye le transport. Quand Franck Proust dit rien n'est gratuit, c'est vrai, rien n'est gratuit, mais la taxe transport existe, et si elle est suffisante, elle permet, comme à Dunkerque, comme ailleurs, d'effectivement soit de baisser les tarifs, soit d'assurer la gratuité. C'est un bon exemple, et puis à Montpellier, c'est quand même couplé avec une politique de développement des transports doux, des pistes cyclables, qui est extrêmement audacieuse, et qui effectivement permet que les comportements se modifient.
Mais il faut de l'audace pour ça. Et il faut avoir une vision d'avenir, ce qu'on n'a pas ici. Même si ça coûte beaucoup d'argent quand même, Catherine. Oui, et que bien ça sûr. crève le budget. Après, c'est des engagements, c'est de l'action politique. Bien mais la sûr. réalité quand même, c'est Mais- qu'une bonne partie du budget de Montpellier est consacrée à ça aujourd'hui. Donc je peut-être crois au détriment d'autres investissements. La Ah part non, de la regardez ce qui billetterie se fait à Montpellier. La Non. part de la Non, billetterie non. est faible finalement dans le. Vous savez, c'est déjà en grande partie payé par Et l'agglomération. allez voir ce qui se fait à Montpellier aujourd'hui, allez voir les investissements, ils ne sont pas ralentis par la gratuité des transports. Pas du tout. Et dans tous les domaines, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des sports, dans le domaine économique. Enfin, donc vraiment, et puis, parce qu'il y a une réflexion d'ensemble. Bien aussi. sûr. C'est pas uniquement le transport, et puis de l'autre côté l'économie, et puis de l'autre côté. Vous avez une question pour Vincent Bouger? Oui, alors j'ai une question qui n'a rien à voir avec tout ça. C'est que moi j'ai été choquée par les propos de Jean-Luc Mélenchon à Lille, devant une assemblée de militants et d'étudiants venus pour écouter, venus pour une conférence. Par ses propos, donc, lorsque cette conférence a été interdite par le président de l'université, par le préfet aussi, je crois, c'était une conférence sur les questions de la Palestine. Donc, au sein de l'université, il a comparé le président de l'université à Eichmann, qui est quand même le responsable de la solution finale des nazis. C'est quand même pas rien, en fait. C'est bon. Il a cité d'ailleurs à ce propos Hannah Arendt. Il s'est trompé de référence. Il a cité un ouvrage d'Hannah Arendt qui n'était pas le bon. C'était le procès d'Eichmann, parce qu'elle avait assisté et qu'elle avait effectivement pris des notes et donc et elle avait analysé pour elle ce qu'était ce personnage. Donc, et puis il a comparé également aux policiers français qui avaient accompagné La police de Vichy. la police de Vichy qui avait assuré la Mais rafle qu'est-ce du que vous Veldiv. attendez? Qu'est-ce que vous voulez dire à Alors, Vincent Bouger? je dis, moi j'ai été choquée et je pense que c'est quand même grave parce que par rapport à un président d'université, il y a quand même la question des libertés académiques et puis la question aussi de la gestion de l'établissement. C'est quand même, bon, c'était comme Sciences Po d'ailleurs, dans un autre style. Donc qu'est-ce que tu penses de cette attitude, de ces propos? Est-ce que ça te choque? Est-ce que bon, tu les situes dans un contexte, tu dis, bon, ça peut s'expliquer? Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ces propos? Vincent Bouger. Non, bien sûr, ces propos sont choquants. Alors après, je crois que la comparaison portée, moi j'ai pas entendu exactement, j'ai lu les commentaires, mais portée sur la comparaison portée sur le fait de la soumission à l'autorité et donc d'accepter de se soumettre à Oui. un pouvoir, etc. Bon. C'est pour ça qu'il a cité Arendt. Oui. Et il a cité Arendt, voilà. C'est pour ça que c'est comme ça qu'est venu Eichmann et pas la comparaison directement avec les nazis. Et bon, mais peu importe, c'est très choquant parce qu'on est dans une stratégie du choc et c'est une stratégie du conflictuel qui est assumée et qui conduit à un certain nombre de propos que effectivement, moi je trouve complètement déplacés dans le débat public, voire plus. Voilà, donc j'ai pas de problème, mais en même temps je suis pas comptable des propos de. Peut-être pour élargir de ce que dit Jean-Luc Catherine, Mélenchon, quoi. est-ce qu'aujourd'hui la France insoumise s'est mis un peu au banc de la République? Franchement, je serais plus nuancé là-dessus. Je crois qu'on les a mis beaucoup aussi au départ, parce que ça a été une stratégie de l'extrême droite de diviser un certain nombre à gauche, et notamment en leur faisant porter tous les maux de la société. En même temps, la France insoumise a porté, en tout cas nationalement, une stratégie de conflictualité qui amène à avoir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, C'est un peu son fonds de d'attitude. commerce aussi à Jean-Luc Mélenchon. Il y a Oui, une volonté oui. de En faire même ça temps, assez sciemment. en fait. Aujourd'hui, très franchement, et je le redis comme je l'ai dit il y a quelques mois, c'est pour moi, et je crois d'ailleurs que ça a été dit aussi par le président de la République, comme par le gouvernement, la France insoumise, elle n'est pas au banc de l'arc républicain, c'est comme ça que ça a été repris, mais attention, parce qu'aujourd'hui, ce qui menace, et ce qui est très choquant à longueur de temps, sur les ondes, dans tout le débat public, c'est les propos qui continuent à être tenus systématiquement par l'extrême droite et qui, ceux-là, font beaucoup d'émules sans que ça ne choque personne. c'est encore possible en 2026 de faire l'union à Nîmes avec LFI, Vincent Bouger? Mais on n'est pas encore en 2026, il nous faut travailler sur Non, mais un vous projet fermez pas la local. porte. Mais moi, je ferme la porte. Écoutez, la question c'est, est-ce qu'on construit un projet de ville qui soit un projet
d'avenir, d'émancipation solidaire, qui prennent en compte les questions environnementales de façon vraiment ambitieuse. Bon, bref, c'est ce récit-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce projet-là qui commandera ceux qui vont venir le soutenir. Et c'est pas plus que ce projet-là. Dans tous les cas, si moi, j'ai un rôle à jouer, ça sera aussi pour garder, et je crois que je l'ai déjà dit ici, je continuerai à le dire, une façon de faire, une éthique en politique qui soit celle que j'ai toujours considérée et mis en œuvre à l'échelle locale comme à l'échelle nationale. Mais effectivement, il y aura à se rassembler sur un projet de ville très identique. Merci Vincent Bouget en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions.